le 11 septembre, ça a été la fin un petit peu de l'hyperpuissance américaine. Et là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est la fin de l'hypermondialisation. C'est-à-dire que les gens vont se dire, j'ai bâti un système qui est très rentable, mais qui est extraordinairement fragile. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps qui mettait en parallèle le 11 septembre 2001 pour Bush, qui a sorti ça à toutes les sauces à chaque fois, je veux faire quelque chose, c'est pas bien, oui mais 11 septembre. Oui. Est-ce que le coronavirus pourrait pas être le 11 septembre de Bush pour Trump, qui dans le cadre de la guerre commerciale avec la Chine? À chaque fois, on lui disait « Ouais, mais tu vas trop loin, etc. » Et puis là, est-ce qu'il pourrait pas dire « Ouais, mais regardez, quand on les laisse faire n'importe quoi... » Oui, alors, c'est une bonne question, mais la question essentielle, c'est le beau système qu'on avait bâti avec la mondialisation heureuse de je ne sais plus quel animal en France, qui était sa formule. C'était, dans le fond, comme je l'ai déjà expliqué, l'usine était en Chine, le centre de recherche était aux États-Unis, et les profits apparaissaient dans des paradis fiscaux. Donc c'était un système incroyablement optimisé. Et ce que Trump dit depuis qu'il est arrivé, c'est que c'est un système extraordinairement dangereux parce que du coup, on n'a plus la capacité de fabriquer. Donc pour moi, le 11 septembre, ça a été la fin un petit peu de l'hyperpuissance américaine. Et là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est la fin de l'hypermondialisation. C'est-à-dire que les gens vont se dire, j'ai bâti un système qui est très rentable, mais qui est extraordinairement fragile, qui peut se casser s'il y a une des trois branches qui se pète, quoi. Ce qui veut dire que maintenant, il n'y a plus un grand groupe qui pourra se permettre d'avoir qu'un producteur. Si vous voulez, Foxconn, qui était le producteur de Apple, mais maintenant, Apple, ils sont en train de bâtir des usines aux États-Unis, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'être dépendants à 100%. Et c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas, c'est qu'un système hyper optimisé est un système extraordinairement fragile. Et à cette couche de fragilité, on a ajouté une deuxième couche de fragilité qui était l'indexation. Alors là, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que dans un système hyper optimisé et stable, comme on l'a eu pendant 4-5 ans... Indexation, c'est les ETF et tout ce qui suit les indices, quoi. Tout suit les indices. Il n'y a plus de choix de valeur individuelle. On peut acheter le CAC 40, on peut acheter le SBF 120. Absolument. Et puis ça suit bêtement. Ça suit bêtement. Mais comme les indices, plus la valeur a été réussie dans les 3, 4, 5, 10 dernières années, plus elle est grosse dans l'indice. Donc dans un indice, vous achetez par définition tout ce qui a très bien marché depuis 10 ans. Et si les valeurs qui ont le mieux marché depuis 10 ans, c'était les valeurs qui ont le mieux marché dans un système fragile. Et donc elles sont elles-mêmes fragiles. Et l'indexation est un système qui vous amène que des valeurs fragiles dans votre indice, après 10 ans. Donc on a ajouté une deuxième couche de fragilité, qui est que les valeurs qui sont maintenant très fortes dans l'indice sont des valeurs qui sont elles-mêmes très fragiles dans un monde qui est très fragile. C'est-à-dire que vous prenez un risque au carré, en quelque sorte. Si vous avez géré votre portefeuille convenablement, en ayant des valeurs qui ne sont pas corrélées les unes aux autres et n'importe quoi, vous avez un portefeuille qui a sous-performé depuis 5 ans. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, ce portefeuille qui a sous-performé depuis 5 ans, en l'espace de 15 jours, il a rattrapé quasiment tout son écart, quoi. Et je crois que ça va durer. C'est-à-dire que maintenant, les valeurs fragiles vont sous-performer. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est assez simple, c'est que, quelque part, l'indexation globale a été un symptôme de cette hyper-spécialisation et qu'il ne faut plus l'utiliser. Il faut réfléchir sur chaque valeur que vous avez dans votre portefeuille. Parce qu'on est en train de changer de paradigme. Parce qu'on est en train de changer de paradigme. Un peu comme la fin de l'hyperpuissance américaine avec le 11 septembre, quoi. Donc la régionalisation de la mondialisation, qui est un thème qu'on a déjà abordé, ça va s'amplifier. C'est la mort des ETF, quoi. C'est la mort des ETF. Et c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus prégnant. C'est-à-dire que... C'est pour ça que je préfère les multinationales aux transnationales. La multinationale, c'est celle qui produit partout, qui vend partout. Il y a des usines au Brésil qui vont au Brésil, il y a des usines en France qui vont en France, etc. La transnationale, c'est celle qui produit en Chine, qui développe les produits aux États-Unis et qui vend partout. Mais celle-là, elle est cuite. Arrêtons-nous un instant. Lorsque Charles parle d'un monde hyper optimisé dont les transnationales sont les dignes représentantes en opposition à un monde régionalisé où les multinationales sont les plus adaptées, on peut prendre les exemples d'Apple et de McDonald's.
D'un côté, Apple a optimisé toute son entreprise pour tirer le meilleur parti de chaque pays de la planète. La conception à Palo Alto aux États-Unis, où il trouve les meilleurs ingénieurs de toute la planète, la fabrication en Chine, où le rapport coût-qualité est le meilleur, la fiscalité dans je ne sais quel paradis fiscal, et enfin, Apple vend dans les pays riches où les clients ont le plus d'argent. Au final, Apple dispose des coûts les plus faibles que l'on puisse avoir dans le monde et de la clientèle la plus riche. C'est une situation idéale. Tout cela est terriblement efficace, mais si un seul maillon de la chaîne casse, alors tout se grippe. Si l'usine en Chine brûle, les ventes s'arrêtent sur toute la planète. C'est pour cela que ce modèle est fragile. Face à cela, prenons McDonald's, qui vend des sandwichs sur toute la planète grâce à une multitude de restaurants. Dans chaque restaurant, la main-d'œuvre est locale, les clients sont locaux et les produits pour préparer les sandwichs sont également locaux. La seule chose qui est commune à tous ces restaurants, c'est la recette marketing de base et l'organisation. La couleur du restaurant, les recettes des sandwichs, les t-shirts des serveurs, bref, la façon de concevoir et de travailler. C'est juste de l'information qui est commune. McDonald's est une entreprise terriblement résiliente en cas de crise, car chaque restaurant est indépendant des autres. Si tous les restaurants McDonald's du monde, sauf un seul, venaient à brûler en même temps, eh bien ce dernier restaurant encore debout pourrait continuer à vendre des sandwichs. Apple est une société transnationale car l'entreprise est conçue comme une cathédrale. Chaque pierre est indispensable pour soutenir la suivante et au final la totalité de l'édifice. Tandis que McDonald's est une entreprise qui vend là où elle produit, conçue comme un bazar, un souk, un marché. C'est une multinationale. Sur un marché, chaque emplacement est indépendant de son voisin. Une fois que l'on a compris cela, et maintenant que l'on s'aperçoit pendant cette crise du virus que le modèle cathédrale est terriblement fragile, il est plus facile de comprendre que le monde va s'orienter progressivement vers une organisation de type bazar, où chaque entreprise produit là où elle vend. C'est dans ce contexte macroéconomique qui est en train de changer, que la réplication indicielle, via les ETF notamment, va passer un sale quart d'heure, car les indices d'aujourd'hui reflètent la vérité d'hier. Bien sûr, tout cela est à nuancer car il y a des business en cathédrale que l'on ne peut pas transformer en bazar facilement. Par exemple, les semi-conducteurs sont essentiellement fabriqués en Asie. Il sera donc impossible, au moins à moyen terme, de s'approvisionner localement. Tout cela demande un gros effort de réflexion. C'est pour cela que dans ma lettre d'investissement que je co-rédige avec Guillaume Rouvier, notre analyste financier avec 40 ans d'expérience réussie sur les marchés, et avec la participation de Charles Gave, nous avons commencé à faire ce travail de fond pour sélectionner les entreprises qui sont déjà organisées comme un bazar. L'idée, c'est de les acheter lorsque les marchés se seront stabilisés. Pour autant, vu les derniers développements de la crise, avec les injections massives tant en Europe qu'aux États-Unis, l'heure n'est pas à l'achat des actions, mais plutôt à la construction de nos abris patrimoniaux pour la tempête qui vient. Pour l'heure, gardez en tête qu'un nombre grandissant de prix deviennent faux, car achetés avec de l'argent fraîchement imprimé, et que l'enjeu actuel est plus que jamais de ne pas perdre d'argent plutôt que d'en gagner. Il y a des solutions, et si cela vous intéresse, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou dans les liens dans la description. Pour être tout à fait clair, je finalise en ce moment des moyens supplémentaires pour vous permettre de sécuriser vos dépôts bancaires, ce qui n'est pas un petit enjeu en ce moment. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide des meilleures stratégies d'investissement de ceux qui ont déjà réussi, inscrivez-vous ici.